qui est sûr, c'est qu'au tout début de la guerre, beaucoup s'attendaient à des cyberattaques beaucoup plus spectaculaires. C'est ça. Avec sans doute des sabotages d'infrastructures, avec des choses, on va dire... des sites qui tombent. Voilà. De ce qu'on appelle un effet cinétique, hein, c'est-à-dire vraiment avec quelque chose qui existe dans l'espace physique. Et ça n'a pas vraiment eu lieu pour plusieurs raisons qui sont très intéressantes. Déjà, je pense que depuis très longtemps, nous mésestimons dans le monde occidental et plus particulièrement en Europe et aux États-Unis, nous mésestimons la menace russe, et y compris la menace cybernétique russe. Et d'ailleurs, nous l'avons bien vu de manière plus générale avec la surprise stratégique que l'Ukraine a créée en résistant à cette armée, dont je rappelle que le chef d'état-major français disait quelques semaines après le début de l'invasion, c'est un rouleau compresseur qui va finir par passer. Le rouleau compresseur n'est toujours pas passé. Mais pour les cyberattaques, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on s'est bercé pendant très longtemps d'une image de toute puissance de la Russie, qui est, en tout cas pour un chercheur, extrêmement intéressante à analyser en termes de représentation géopolitique, parce que je pense qu'il y a un peu de pop culture là-dedans. Il y a un imaginaire de guerre froide, qui a convergé avec tout un imaginaire du hacker, de ce genre de choses. Et puis il y a eu surtout, très important, les élections américaines de 2016, avec les piratages donc, de la Convention démocrate américaine, dont certains ont pu dire que c'est grâce à eux ou à cause d'eux que Trump a été élu. On n'en saura jamais rien, bien évidemment. Mais il y a eu une surexposition. Ça a créé, comme vous le savez, ça a généré une crise politique énorme aux États-Unis. Et cette crise politique, elle a eu notamment comme effet de générer énormément de budget de la défense américaine pour travailler sur la cybermenace russe. Ce qui fait qu'on a eu une espèce de, moi ce que j'appelle une espèce de bulle, comment on dit là, bulle spéculative. De bulle spéculative. Oui, voilà. donc en fait, quand vous dites nous mésestimons, c'est plutôt nous surestimons cette menace? Non, on ne la surestime pas forcément. Quand je dis mésestimer, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas toujours là où il faut regarder. Et on s'attendait à des choses spectaculaires qui n'ont pas eu lieu. Comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Par exemple, le fait que la manipulation des routes de l'Internet par la Russie est devenue aujourd'hui un enjeu absolument majeur. Et cette manipulation, elle est le résultat, elle est le produit d'une véritable stratégie. C'est pas simplement des types qui manipulent des routeurs ou ce genre de choses pour changer les flux de données de direction. Non, il y a vraiment derrière une vraie politique, une vraie stratégie qui montre quand même qu'il y a des domaines dans lesquels la Russie est extrêmement compétente, extrêmement dangereuse aussi pour la sécurité du continent européen. Donc on a, si je comprends bien, on s'imaginait des choses qui ne se sont pas forcément produites. On s'imaginait peut-être des formes d'attaques plus classiques, en tout cas plus connues du grand public. Elles ont quand même en partie eu lieu, peut-être pas par l'ampleur qu'on attendait, mais je pense qu'au début, dans les tout premiers jours, me semble-t-il, de l'invasion russe, il y avait eu cette attaque d'un système satellitaire. Tout à fait. CASAT, utilisé notamment par l'armée ukrainienne. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a lieu d'en dire quelque chose en termes de degré, de technicité, en termes de... Alors, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est une cyberattaque que je connais assez peu, très sincèrement. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu aussi un certain nombre de groupes d'attaquants russes multiplier, on va dire, les attaques un peu ce que j'appellerais bas de gamme, c'est-à-dire les dénis de service qui consistent par exemple à saturer en requête un serveur pour le faire tomber, ce qui généralement n'a pas de conséquences énormes en termes de perte de données, de sabotage ou quoi que ce soit. Juste, ça met hors ligne quelque chose. Et l'impact symbolique et politique de ça est extrêmement important. Et on commence à voir des groupes de hackers aujourd'hui russes qui misent là-dessus et qui, en fait, organisent, notamment sur Telegram ou quoi, sur leur propre chaîne, quasiment des campagnes de com en disant voilà, on a réussi à faire tomber un tel, mais c'est de l'ordre de 24 heures, ce genre de choses. Donc on est plus dans le bruit permanent. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses dont nous, je dirais, hors cyberdéfense, hors service de renseignement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'en connaître. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas rien, je veux dire, sur les serveurs ukrainiens. En fait, on ne sait pas. Si ça se trouve, tout ce que je vous raconte là est complètement faux et les Russes, depuis le début, sont bien meilleurs que ce qu'on pense et sont cachés dans les infrastructures ukrainiennes. Mais j'en doute quand même parce que depuis 2014, les États-Unis notamment ont quand même beaucoup investi dans la cyberdéfense ukrainienne. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est absolument faramineux. Et qu'aujourd'hui, on voit le résultat de tout cet investissement et de cette entraide aussi qui a existé entre l'Ukraine et d'autres pays post-soviétiques, de l'ex-URSS, qui ont subi eux-mêmes des cyberattaques russes, comme je pense à la Géorgie en 2008 ou l'Estonie en 2007, qui ont mis à disposition des Ukrainiens leur savoir sur ces questions-là.